Ça, c'est vraiment un oubli qui est majeur. Tout revient au budget. Tu sais, le but, c'est d'avoir du fun à faire ton projet de vie. Maintenant, on va aborder le sujet des entrepreneurs. Comment choisir son entrepreneur? Auriez-vous des petits conseils à donner aux clients en général qui veulent se construire une maison? Moi, je pense que le meilleur conseil que je peux donner, c'est faut que tu aies un fit avec ton entrepreneur. Parce que, comme on disait tantôt, tu vas travailler 6, 7, 8 mois avec. S'il n'y a pas une chimie qui passe, puis si ça ne fit pas, ça va être vraiment, vraiment plate comme processus. Fait que je pense que c'est le premier conseil que j'ai à donner. C'est au pire, rencontre plusieurs entrepreneurs puis vois avec lequel tu as un meilleur fit. Puis je pense que par la suite, une fois que tu as fait un tri sur le fit que tu as, ensuite, vois évidemment les compétences que cet entrepreneur a pour mener ton projet à terme. Mais je pense vraiment que le premier conseil que j'ai, c'est vraiment ça. Selon vous, quel est le meilleur moment pour impliquer un entrepreneur dans un projet? Pour impliquer, dans le fond, c'est peut-être même avant qu'il y ait les plans ou la majorité du temps, les clients viennent nous voir quand ils ont des plans en main. Nous, dans le fond, si jamais c'est avant d'avoir les plans, on peut le guider un peu selon ses besoins, lui faire peut-être une petite checklist de choses à comme parler avec l'architecte technologue avec qui il va faire affaire. Puis suite à ça, quand le client vient nous revoir ou nous approche déjà avec les plans, nous on s'assoit avec eux à savoir c'est quoi leurs besoins et tout. Fait que c'est vraiment en début de projet le meilleur moment. On voit les deux. On voit des fois les clients qui nous approchent avant puis qui sont comme nous, on veut que ce soit vous qui bâtissez notre maison. Avec quel technologue ou architecte on fait affaire pour comme tout mettre ça ensemble, ou il y en a qui arrivent avec des plans déjà tout faits. Je pense pas qu'il y a un meilleur moment. Je pense que ça dépend vraiment du besoin du client. Puis les deux sont bons. Il y en a pas un qui est à partir de là, comment ça fonctionne? Dans le fond, le client, là, il vous a rencontré, vous avez établi ses besoins, il a fait faire son plan et tout. Mais à partir du moment qu'il y a son plan, comment ça fonctionne avec vous? Nous, dans le fond, on s'assoit avec le client, on passe le plan au complet avec lui à savoir c'est quoi ses besoins, quel type de matériaux qu'il veut et tout ça. Fait qu'on fait vraiment une liste détaillée de toutes les choses qu'il veut. Puis en même temps, le client, souvent, il nous demande conseil. Est-ce que ça revient plus cher, moins cher, avantageux, pas avantageux? Fait que nous, on le guide selon ses besoins. Puis suite à ça, un coup que la liste est faite, on a vraiment ciblé les besoins du client. Là, nous, après ça, on part de notre côté puis on peut commencer à monter la soumission pour avoir le prix le plus juste possible. Ça prend combien de temps à monter une soumission pour un plan de maison? Je te dirais, ça dépend de la saison. Parce que c'est sûr que quand on est dans la saison forte comme en ce moment, c'est beaucoup plus long de monter une soumission parce que nos sous-traitants sont très occupés. Puis c'est la période la plus achalandée de l'année. Fait qu'on a 75 personnes, 75 soumissions. Fait que je te dirais, tu sais, mettons, considère un 3-4 semaines là, dans la saison forte. C'est quand même bien. Oui, oui, c'est considérant l'ampleur de la soumission. Oui, c'est ça, exact. Puis après ça, sinon, dans une saison moins forte, si, mettons, les gens planifient leur construction plus, mettons, pendant l'hiver pour commencer justement en été, là, c'est sûr qu'on a plus de temps parce qu'on a moins de chantier. Puis nos sous-traitants aussi. Fait que ça va plus vite. Tu sais, on est capable en 2 à 3 semaines sortir une soumission. Ah, c'est parfait. Je pense que ça fait du sens. Oui. Pour un projet d'une telle ampleur, je pense que c'est quand même correct de dire 1 mois pour une soumission, mettons. Oui, moi aussi, je pense. De votre point de vue, auriez-vous des conseils dans le but d'éviter de faire des erreurs dans un projet comme ça? Je dirais que ce qu'on constate souvent, c'est que les gens oublient de planifier une portion budget pour le terrassement suite à la construction. Ça, c'est vraiment un oubli qui est majeur souvent parce qu'on s'entend que faire du terrassement, ça coûte pas 100$. Fait que, tu sais, les gens, des fois, prévoient pas ce budget-là. Puis je trouve que c'est relativement important de le planifier dès le début parce que c'est quand même une grosse portion du budget. Mais en même temps, quand tu dis terrassement, est-ce que c'est plus comme excavation autour de la maison? Parce que, tu sais, veux pas, si tu as un budget un budget X pour une maison, tu te dis, hey, dans 2-3 ans, on va finir l'aménagement paysager parce qu'on voulait tout donner dans notre maison. Mais versus, s'il faut que tu coupes, mettons, je sais pas moi, 50 000 sur ta maison, déjà que tu avais un budget restreint, peux-tu dire, hey, je vais le faire dans quelques années? Oui, tu peux le faire, mais ça dépend des villes. C'est ça. Parce qu'il y a des villes que tu es obligé de le faire en tant de temps. Fait que, tu sais, ça, c'est toujours aussi de ce côté-là de s'informer parce que, tu sais, ça peut arriver aussi que, mettons, que le client ne le prévoit pas, le budget, mais que la ville donne 1 an pour finir le terrassement. Ah ouais, je savais pas que les villes pouvaient donner ça. Où on habite, nous, c'est comme ça. Maximum 1 an. Fait que, tu sais, il faut que ce soit privé dans le budget parce que sinon, si ton entrée doit être soit asphaltée, soit pavée,
ton gazon. Ouais, non, c'est vrai. Fait que c'est quand même un montant considérable. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose à du moins vérifier. Si, exemple, toi, tu te bâtis dans une ville où c'est pas obligatoire, puis tu te dis, regarde, moi, je vais continuer à ramasser des sous après, j'ai tout donné dans ma maison, puis je vais le faire dans 3-4 ans, c'est super. Mais c'est juste de le planifier, puis de valider. Surtout quand c'est ta maison de vie. C'est ça. Puis de valider selon la réglementation de la ville. C'est très important. Ouais. Puis le deuxième point, c'est les budgets de contingence. Fait que souvent, les gens, ils vont s'accoter avec le budget qu'ils ont, mais c'est tout le temps important de se garder une portion buffer pour les imprévus parce que les temps qu'ailleurs, il y en a beaucoup, puis ça monte extrêmement vite. Fait que moi, je dis de garder un minimum 5% de contingence pour pallier justement à ces imprévus-là. Puis c'est un minimum. Je te dirais que un 10%, ça peut être le fun, mais... Ou tu gardes un montant fixe au lieu d'un pourcentage. Ou si tu gardes 50 000, puis si tu l'utilises, tu l'utilises pas. Exactement. Puis au pire, tu le prends pour ton terrassement. Bien mal pris. Fait que c'est ça. Ça, c'est vraiment... ça, c'est quelque chose qu'on peut conseiller aux gens. Là, je pense que ça fait du sens. Tout revient au budget, de la planification, le budget, tout revient à ça. Le fait de garder un budget de contingence aussi, ça enlève énormément de stress aux clients parce que là, ils voient les coûts des fois monter parce que, tant qu'à être là, on va faire ci ou on n'avait pas prévu ça. Fait qu'au moins, ils ont un certain buffer. Fait qu'au final, ça rend le processus beaucoup plus fluide puis agréable pour le client, moins stressé. Ça y va mieux, puis tout le monde est plus heureux aussi dans ce processus-là. Ouais. Parce que le but, c'est que ça soit le fun, que ça soit pas stressant, puis le but, c'est d'avoir du fun à faire ton projet de vie. Là, absolument, vraiment. Fait que c'est ça. Fait que si on peut rendre ça plus le fun en ayant justement des budgets moins serrés, puis se laisser un petit peu plus de lousse, tant mieux. OK, ben c'est cool, merci beaucoup. Ça fait plaisir.